Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je poursuis toujours donc la nouvelle qui s'intitule Le Père Amable, faisant partie donc du recueil La Petite Roque de Guy de Maupassant. Donc l'histoire du Père Amable, eh bien c'est tout simplement l'histoire d'un homme qui souhaite épouser une femme, mais qui a eu, hélas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui a eu un enfant hors mariage. Et à l'époque, en tout cas à l'époque de Maupassant, avoir un enfant mais hors mariage, un enfant naturel, était tout simplement quelque chose d'immonde, c'était un blasphème. Et aussi à l'époque, eh bien, pour épouser quelqu'un, on devait, quoi qu'il arrive, avoir l'accord des parents et surtout du père. Or, il se trouve que le père de notre cher Césaire, qui est notre personnage principal, il est complètement contre ce mariage, cette union. Alors, qu'est-ce que fait Césaire? Eh bien, il s'en va chez le curé donc, de sa paroisse pour qu'il puisse convaincre justement donc, son père d'accepter le mariage. Voilà où nous nous en étions arrêtés. Donc je continue sans plus attendre. En attendant, n'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre canapé et puis pourquoi pas nous laisser un petit mot, un commentaire, un mot gentil avec le hashtag VBN sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Donc l'abbé Raffin, qui connaissait son homme et qui ne se fâchait jamais, se mit à rire. « Eh bien oui, je lui raconterai ma petite histoire à ton père. Mais toi, mon garçon, tu y viendras au sermon. » Houlbrec tendit la main pour jurer. « Foi de pauvre homme, si je vous fais ça pour mai, je le promets. »« Allons, c'est bien. Quand veux-tu que j'aille le trouver, ton père ? » ?»« Le plus tôt sera le mieux, à nuit si vous le pouvez, hein. »« Dans une demi-heure alors, après souper. »« Dans une demi-heure. »« C'est entendu. À bientôt, mon garçon. »« À la revoyure, monsieur le curé. Merci bien, hein. »« Mais de rien, mon garçon. » Et Césaire Houlbrec rentra chez lui, le cœur allégé d'un grand poids. Il tenait à bail une petite ferme, toute petite, car il n'était pas riche, son père et lui. Seul avec une servante, une enfant de 15 ans qui leur faisait la soupe, soignait les poules, allait traire les vaches et battait le beurre, il vivait péniblement, bien que Césaire fût un bon cultivateur. Mais il ne possédait ni assez de terre, ni assez de bétail pour gagner plus que l'indispensable. Le vieux ne travaillait plus. Triste comme tous les sourds, perclus de douleur, courbé, tordu, il s'en allait par les champs appuyé sur son bâton en regardant les bêtes et les hommes d'un œil dur et méfiant. Quelquefois, il s'asseyait sur le bord d'un fossé et demeurait là, sans remuer, pendant des heures, pensant vaguement aux choses qui l'avaient préoccupé toute sa vie, au prix des œufs et des grains, au soleil et à la pluie qui gâtent ou font pousser les récoltes. Et, travaillés par les rhumatismes, ses vieux membres buvaient encore l'humidité du sol, comme ils avaient bu depuis 70 ans la vapeur des murs de sa chaumière basse, coiffée aussi de paille humide. Il rentrait à la tombée du jour, prenait sa place au bout de la table dans la cuisine et quand on avait posé devant lui le pot de terre brûlée qui contenait sa soupe, il l'enfermait dans ses doigts crochus qui semblaient avoir gardé la forme ronde du vase et il se chauffait les mains, hiver comme été, avant de se mettre à manger pour ne rien perdre, ni une parcelle de chaleur qui vient du feu, lequel coûte cher, ni une goutte de soupe où on a mis de la graisse et du sel, ni une miette de pain qui vient du blé. Puis il grimpait par une échelle dans un grenier où il avait sa paillasse, tandis que le fils se couchait en bas, au fond d'une sorte de niche près de la cheminée et que la servante s'enfermait dans une espèce de cave, un trou noir qui servait autrefois à emmagasiner les pommes de terre. Césaire et son père ne causaient presque jamais. De temps en temps seulement, quand il s'agissait de vendre une récolte ou d'acheter un veau. Le jeune homme prenait l'avis du vieux et, formant un porte-voix de ses deux mains, il lui criait ses raisons dans la tête. Et le père amable les approuvait ou les combattait d'une voix lente et creuse venue de fond de son ventre. Un soir donc,
Césaire, s'approchant de lui comme s'il s'agissait de l'acquisition d'un cheval ou d'une génisse, la génisse qui est la femelle de la vache, la femelle du bœuf, mais c'est n'importe quoi, une génisse. Eh bien oui, lui avait communiqué à plein poumon dans l'oreille son intention d'épouser Céleste l'évêque. Alors le père s'était fâché. Pourquoi? Par moralité? Non, sans doute. La vertu d'une fille n'a guère d'importance au champ. Mais son avarice, son instinct profond, féroce d'épargne, s'était révolté à l'idée que son fils élèverait un enfant qu'il n'avait pas fait lui-même. Il avait pensé tout à coup, en une seconde, à toutes les soupes qu'avalerait le petit avant de pouvoir être utile dans la ferme. Il avait calculé toutes les livres de pain, tous les litres de cidre que mangerait et que boirait ce galopin jusqu'à son âge de 14 ans. Hein? Et une colère folle s'était déchaînée en lui contre Césaire qui ne pensait pas à tout ça. Et il avait répondu, avec une force de voix inusitée. « C'est-il que t'as perdu le sens ?» Alors Césaire se mit à énumérer ses raisons, à dire les qualités de Céleste, à prouver qu'elle gagnerait 100 fois ce que coûterait l'enfant. Mais le vieux doutait de ses mérites, tandis qu'il ne pouvait douter de l'existence du petit, et il répondait coup sur coup, sans s'expliquer davantage. « Je veux point, tant que je vivrai, ça ne se fera point. » Et puis c'est tout. Et depuis 3 mois, ils en restaient là, sans en démordre l'un et l'autre, reprenant une fois par semaine au moins la même discussion avec les mêmes arguments, les mêmes mots, les mêmes gestes et la même inutilité. C'est alors que Céleste avait conseillé à Césaire d'aller demander l'aide de leur curé. En rentrant chez lui, le paysan trouva son père attablé déjà, car il s'était mis en retard par sa visite au presbytère. Ils dînèrent en silence, face à face, mangèrent un peu de beurre sur leur pain après la soupe, en buvant un verre de cidre, puis ils demeurèrent immobiles sur leur chaise, à peine éclairés par la chandelle que la petite servante avait emportée pour laver les cuillers, essuyer les verres et tailler à l'avance les croûtes pour le déjeuner de l'aurore. Un coup retentit contre la porte qui s'ouvrit aussitôt et le prêtre parut. Le vieux leva sur lui ses yeux inquiets, pleins de soupçons, et, prévoyant un danger, il se disposa à grimper son échelle, quand l'abbé Raffin lui mit la main sur l'épaule et lui hurla contre la tempe. « J'ai à vous causer, père amable !» Césaire avait disparu, profitant de la porte restée ouverte. Il ne voulait pas entendre, tant il avait peur. Il ne voulait pas que son espoir s'émiettât à chaque refus obstiné de son père. Il aimait mieux apprendre d'un seul coup la vérité, bonne ou mauvaise, plus tard. Et il s'en alla dans la nuit. C'était un soir sans lune, un soir sans étoiles, un de ces soirs brumeux où l'air semble gras d'humidité. Une odeur vague de pommes flottait auprès des cours, car c'était l'époque où on ramassait les plus précoces, les pommes horribles, comme on dit au pays du cidre. Les étables, quand Césaire longeait leurs murs, soufflaient par leurs étroites fenêtres leur odeur chaude de bêtes vivantes endormies sur le fumier, et il entendait au pied des écuries le piétinement des chevaux restés debout, et le bruit de leurs mâchoires tirant et broyant le foin des râteliers. Il allait devant lui en pensant à Céleste. Dans cet esprit simple, chez qui les idées n'étaient guère encore que des images nées directement des objets, les pensées d'amour ne se formulaient que par l'évocation d'une grande fille rouge, debout dans un chemin creux et riant, les mains sur les hanches. C'est ainsi qu'il l'avait aperçue le jour où commença son désir pour elle. Il la connaissait cependant depuis l'enfance, mais jamais, comme ce matin-là, il n'avait pris garde à elle. Ils avaient causé quelques minutes et puis il était parti. Et tout en marchant, il répétait « Christy, oh, c'est une belle fille tout de même. C'est dommage qu'elle ait fauté avec Victor. » Jusqu'au soir où il songea. Et le lendemain aussi. Quand il la revit, il sentit quelque chose qui lui chatouillait le fond de la gorge, comme si on lui eût enfoncé une plume de coq par la bouche dans la poitrine. Et puis lors, et depuis lors,
toutes les fois qu'il se trouvait près d'elle, il s'étonnait de ce chatouillement nerveux qui recommençait toujours. En 3 semaines, il se décida à l'épouser, tant elle lui plaisait. Il n'aurait pu dire d'où venait cette puissance sur lui, mais il l'exprimait par ces mots. « J'en suis possédé, comme s'il eût porté en lui l'envie de cette fille aussi dominatrice qu'un pouvoir d'enfer. Il ne s'inquiétait guère de sa faute. Tant pis, après tout. Cela ne la gâtait point. Il n'en voulait pas à Victor Lecoq. Mais si le curé allait ne pas réussir, que ferait-il? Il n'osait y penser tant cette inquiétude le torturait. Il avait gagné le presbytère et il s'était assis auprès de la petite barrière de bois pour attendre la rentrée du prêtre. Il était là, depuis 1 heure peut-être. Quand il entendit des pas sur le chemin, il distingua bientôt, quoique la nuit fût très sombre, l'ombre plus noire encore de la soutane. Il se dressa, les jambes cassées, n'osant plus parler, n'osant point savoir. L'ecclésiastique l'aperçut et dit gaiement « Eh ben, mon garçon, ça y est !» Césaire balbutia « Ça y est ? Pas possible. »« Oui, mon gars, mais point sans peine, Quelle vieille bourrique que ton père !» Le paysan répétait « Pas possible. »« Mais oui. Viens-t'en me trouver demain midi pour décider de la publication des bans. » L'homme avait saisi la main de son curé. Il la serrait, la secouait, la broyait en bégayant. « Vrai, monsieur le curé, foi d'honnête homme, vous me verrez dimanche, à votre sermon. » La noce eut lieu vers la mi-décembre. Elle fut simple, les mariés n'étant pas riches. Césaire, vêtu de 9 ans, se trouva près des 8 heures du matin pour aller quérir sa fiancée et la conduire à la mairie. Mais comme il était trop tôt, il s'assit devant la table de la cuisine et attendit ceux de la famille et les amis qui devaient venir le prendre. Depuis 8 jours, il neigeait, et la terre brune, la terre déjà fécondée par les semences d'automne, était devenue livide, endormie sous un grand drap de glace. Il faisait froid dans les chaumières, coiffées d'un bonnet blanc, et les pommiers ronds dans les cours semblaient fleuris, poudrés comme aux jolis mois de leurs épanouissements. Ce jour-là, les gros nuages du nord, les nuages gris chargés de cette pluie mousseuse avaient disparu et le ciel bleu se déployait au-dessus de la terre blanche sur qui le soleil levant jetait des reflets d'argent. Césaire regardait devant lui par la fenêtre sans penser à rien, heureux. La porte s'ouvrit, 2 femmes entrèrent, des paysannes endimanchées, la tante et la cousine du marié, puis 3 hommes, ses cousins, puis une voisine. Ils s'assirent sur des chaises et ils demeurèrent immobiles et silencieux, les femmes d'un côté de la cuisine, les hommes de l'autre, saisis soudain de timidité, de cette tristesse embarrassée qui prend les gens assemblés pour une cérémonie. Un des cousins demanda bientôt « C'est-il point l'heure ?» Césaire répondit « Je crée ben que oui. »« Allons en route !» dit un autre. Ils se levèrent. Alors Césaire, qu'une inquiétude venait d'envahir, grimpa l'échelle du grenier pour voir si son père était prêt. Le vieux, toujours matinal d'ordinaire, n'avait point encore paru. Son fils le trouva sur sa paillasse, roulé dans sa couverture, les yeux ouverts et l'air méchant. Il lui cria dans le tympan « Allons, mon père, levez-vous! Voilà le moment de la noce !» Le sourd murmura d'une voix dolente « Je peux plus. J'ai quasiment une froidure qui m'a gelé le dos. Je peux plus remuer. » Le jeune homme, atterré, le regardait, devinant sa ruse. « Allons, paix, faut vous y forcer. Je peux point. Tenez, je vais vous aider. » Et il se pencha vers le vieillard, déroula sa couverture, le prit par les bras et il le souleva. Mais le père amable se mit à gémir. « Ouh, quelle misère, ouh, oh, je peux point, oh, j'ai le dos noué. C'est que Gvon aura coulé, pas su maudit-toi. » Césaire comprit qu'il ne réussirait pas, et furieux pour la première fois de sa vie comme contre son père, il lui cria « Eh ben, vous ne tiendrez point, puisque je faisons le pas à l'auberge La Polite. Ça vous apprendra à faire le têtu. »
Et il dégringola l'échelle, puis se mit en route, suivi de ses parents et invités. Les hommes avaient relevé leurs pantalons pour n'en point brûler le bord dans la neige. Les femmes tenaient haut leurs jupes, montraient leurs chevilles maigres, leurs bas de laine grise, leurs quilles osseuses, droites comme des manches à balai. Et tous allaient en se balançant sur leurs jambes, l'un derrière l'autre sans parler, tout doucement, par prudence pour ne point perdre le chemin disparu sous la nappe plate uniforme ininterrompue des neiges. En approchant des fermes, ils apercevaient une ou deux personnes les attendant pour se joindre à eux, et la procession s'allongeait sans cesse, serpentait, suivant les contours invisibles du chemin, avait l'air d'un chapelet vivant, au grain noir, ondulant par la campagne blanche. Devant la porte de la fiancée, un groupe nombreux piétinait sur place en attendant le marié. On l'acclama quand il parut. Et bientôt Céleste sortit de sa chambre vêtue d'une robe bleue, les épaules couvertes d'un petit châle rouge, la tête fleurie d'oranger. Mais chacun demandait à ses airs. « Où est-ce qu'est ton pé ?» Il répondait avec embarras. « Bah, il ne peut plus remuer, vu les douleurs. » Et les fermiers hochaient la tête d'un air incrédule et malin. On se mit en route vers la mairie. Derrière les futurs époux, une paysanne portait l'enfant de Victor, comme s'il se fût agi d'un baptême. Et les paysans, deux par deux à présent, accrochés par le bras, s'en allaient dans la neige avec des mouvements de chaloupe sur la mer. Après que le maire eut lié les fiancés dans la petite maison municipale, le curé les unit à son tour dans la modeste maison du bon Dieu. Il bénit leur accouplement en leur promettant la fécondité, puis il leur prêcha les vertus matrimoniales, les simples et saines vertus des champs, le travail, la concorde et la fidélité, tandis que l'enfant, pris de froid, piaillait derrière le dos de la mariée. Dès que le couple reparut sur le seuil de l'église, des coups de fusil éclatèrent dans le fossé du cimetière. On ne voyait que le bout des canons d'où sortaient les rapides jets de fumée. Puis, une tête se montra qui regardait le cortège. C'était Victor Lecoq, célébrant le mariage de sa bonne amie, fêtant son bonheur et lui jetant ses vœux avec les détonations de la poudre. Il avait embauché des amis, 5 ou 6 valets laboureurs pour ses salves de mousqueterie. On trouva qu'il se conduisit bien. Le repas eut lieu à l'auberge de Polyte Cacheprune. 20 couverts avaient été mis dans la grande salle où l'on dînait au jour de marché, et l'énorme gigot tournant devant la broche, les volailles rissolées sous leur jus, l'andouille grésillant sur le feu vif et clair, emplissait la maison d'un parfum épais, de la fumée des charbons francs arrosés de graisse, de l'odeur puissante et lourde des nourritures campagnardes. On se mit à table à midi, et la soupe aussitôt coula dans les assiettes. Les figures s'animaient déjà. Les bouches s'ouvraient pour crier des farces, les yeux riaient avec des plis malins. On allait s'amuser pardi. La porte s'ouvrit, et le père Amable parut. Il avait un air mauvais, une mine furieuse, et il se traînait sur ses bâtons en geignant à chaque pas pour indiquer sa souffrance. On s'était tu en le voyant paraître, mais soudain, le père Malivoire, son voisin, un gros plaisant qui connaissait toutes les manigances des gens, se mit à hurler, comme faisait Césaire en formant porte-voix de ses mains. « Hé, vieux dégourdi, t'en as-tu un nez d'avoir senti de chéter la cuisine à Polyte, hein ?» Un rire énorme jaillit des gorges. Malivoire, excité par le succès, reprit. « Et puis pour les douleurs, y a rien que tel qu'une cataplasme d'andouille, ça tient chaud le ventre avec un verre de 3 à 6. » Les hommes poussaient des cris, tapaient la table du poing, riaient de côté et en penchant et relevant leur torse comme s'ils eussent fait marcher une pompe. Les femmes gloussaient comme des poules, les servantes se tordaient debout contre les murs. Seul le père Amable ne riait pas et attendait sans rien répondre qu'on lui fît place. Et c'est ainsi donc que je vais terminer le père Amable. Pour découvrir la fin de cette nouvelle de Guy de Maupassant, eh bien c'est tout simplement
dans une prochaine édition donc de C8 dans Voyage au bout de la nuit.